Février, des tonnes de goudron se sont déversées sur les plages. 170 km des bandes côtières de Roche-à-Nikra à Ashkelon ont été souillées. Cette pollution a aussi tué de nombreux animaux marins comme des tortues de mer et des poissons. Une enquête a donc été ouverte pour connaître l'origine de cette marée noire. Mais pour le moment, le mystère reste entier. Voilà, beaucoup de mystères et beaucoup de questions qui entourent encore ce qu'on a décidé d'appeler une marée noire, Anne, même si le mot n'est pas forcément exact. On a parlé, je l'ai dit en titre, de mayonnaise pour sauver les tortues engoudronnées. De quoi dispose plus sérieusement Israël pour se protéger de ce genre de catastrophe Israël, comme d'ailleurs tous les pays du pourtour méditerranéen, dispose maintenant d'excellentes images. Donc tout un système de surveillance qui est mutualisé au niveau de l'Agence européenne de sécurité maritime, qui, avec les pays européens, les pays de l'AELE et certains pays du pourtour sud qui ne seraient pas membres de l'Europe comme Israël par exemple, collaborent. Je sais que des images ont été transmises à Israël immédiatement et puis on continue puisqu'on tâtonnait, on ne savait pas exactement quel jour ça avait pu se passer, dans quel périmètre. Le périmètre est quand même assez large, on parlait de 50 km au-delà des côtes en profondeur dans la mer. Donc ça, c'est a priori. Tout cet attirail-là de radars et de photosatellites, on l'a depuis progressivement 20 ans. C'est une agence qui existe depuis 2002. Et Israël en bénéficie. Donc je pense qu'en l'occurrence, on parle de 40 et quelques millions de shekels qui vont être mis à disposition. J'espère que ça va être le cas pour réparer. Mais pour la prévention, ça doit se faire de manière coordonnée. On parle de littoral qui est certes israélien, mais on parle d'espace maritime qui, lui, est commun. Et donc, on ne peut pas empêcher des bateaux à pavillon grec, qui ne sont peut-être pas grecs d'ailleurs, de naviguer d'un point à l'autre au large des côtes. Et de plus en plus maintenant, on sait repérer ceux qui commettent des crimes, c'est pénal, de délestage, de dégazage en haute mer, chose qui se faisait couramment, qui continue d'ailleurs de se faire. On a parlé d'un deuxième événement de pollution plus proche de nous maintenant, puisque cet événement-là remonte à plus de 10, 12, 15 jours, voire, jusqu'à ce qu'on en ait eu conscience, il s'est écoulé 7 à 10 jours, mais ça remonte déjà à plus de 2 semaines, et un nouvel événement aurait été repéré pas plus tard qu'avant-hier. Donc c'est des choses qui se passent de moins en moins puisque c'est tracé, puisque c'est monitoré, et pour ça, je dirais qu'Israël est couvert. C'est dans tous les autres domaines qu'on pourrait faire beaucoup plus de prévention. Il y a des engagements internationaux entre les nations envers elles-mêmes, d'une certaine façon. Israël se trouve, si on devait donner une note à Israël, Israël se place comment dans ces engagements? Alors, si on divise grossièrement en deux, les pays qui sont développés, qui ont bien sûr encore une très forte marge de développement et qui souhaitent pouvoir continuer à utiliser les mêmes modes de production et de consommation pour leur population plus ou moins croissante ou décroissante. Donc Israël serait de plus en plus du côté des pays développés. Et de l'autre côté, les pays qui ont du retard à rattraper, certains avec une population comme l'Inde ou la Chine très importante, donc un multiplicateur phénoménal pour tous leurs usages. Et Israël était au début du processus de Rio et de Kyoto, là où on a vraiment établi les accords, d'ailleurs les accords de la mer à Rio qui avaient été signés, les accords d'exploitation halieutique, de pêche, etc. Tout ça, ça remonte à Rio, donc à 91. Pour ce qui est de Kyoto, qui est venu donc après Rio, fixer des quotas de gaz à effet de serre, qui n'est qu'un des aspects en fait de la pollution, mais c'est un bon critère pour mesurer. Israël n'était pas dans la liste des pays obligés. Donc ils étaient dans la liste de ce qu'on appelle les pays récipiendaires des quotas carbone. On pouvait faire de la compensation carbone, c'est-à-dire je pollue dans les pays obligés et je compense dans les pays comme la Chine qui ne sont pas obligés. Mais Israël était assez mal à l'aise dans cette place, d'autant qu'elle voulait rentrer dans l'OCDE, donc faire partie du club des pays les plus riches de la planète. Aujourd'hui, c'est acté qu'Israël fait partie des pays obligés. Mais quand on regarde les engagements pris par Shimon Peres, par exemple, à la COP qui a bien précédé la COP 21, c'était à Paris, ça on s'en souvient parce qu'on est français, mais la COP de Copenhague, je ne me rappelle plus son numéro, il y en a une chaque année, l'engagement pris par Shimon Peres, qui était de bonne volonté, était extrêmement peu ambitieux pour un homme d'une telle ambition. Et c'est parce qu'Israël a un certain nombre de contraintes, qu'elle a tendance à trop écouter d'ailleurs,
Par exemple, une contrainte qu'on peut appeler positive, mais en termes de développement durable, ça l'est moins, c'est la croissance démographique. On parle d'un pays où il est bien établi qu'on renouvelle les générations. Le taux de naissance par femme, on va le prendre par femme, hein, c'est l'usage chez les démographes, est bien supérieur à 2,1, qui est le taux de renouvellement des générations. On parle dans les populations arabes d'Israël, donc majorité musulmane, mais également chrétienne, où là, le taux de natalité va être un peu plus faible, on parle de 3 enfants par famille, ce qui est 2 fois moins de ce que ça pouvait être il y a 30-40 ans. On parle dans les familles laïques d'Israël d'un taux de natalité de 2,5, dans les familles religieuses juives de 3, et dans les familles ultra-orthodoxes, dont on parle beaucoup en ce moment, probablement qu'on en parlera aussi dans la deuxième partie de votre émission, Nathalie, on parle de 7 enfants en moyenne par femme. 7 enfants. Ouais. C'est absolument pas durable en termes de consommation et de production. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième chose en termes d'accroissement démographique, c'est qu'on accueille l'ALIA, donc on a de la croissance externe en quelque sorte, on accueille de l'immigration et c'est un objectif en soi. On ne cherche surtout pas à être moins nombreux. Quand, dans les années 80, je suis venue pour la première fois m'établir en Israël, on était à 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on dépasse les 9 millions. C'est phénoménal. Donc, on n'est plus du tout le petit pays qu'on pouvait connaître jusqu'aux années 80. On commence à être un pays qui compte économiquement en volume et pas juste en per capita, comme on dit. La deuxième contrainte, c'est la contrainte énergétique. Il faut voir que l'énergie, c'est un sujet pour l'environnement, mais c'est un sujet en géopolitique aussi, en géostratégie, etc. Donc, d'abord, l'énergie, c'est l'autonomie. Et Israël n'était pas, dans les années 70, à l'abri d'une interruption de l'approvisionnement en hydrocarbures. Donc, faire des réserves, pouvoir trouver des énergies de substitution, d'où d'ailleurs le démarrage dans les années 70 de l'énergie solaire sur les toits, chauffe-eau solaire domestique. On s'est arrêté là pendant de longues années. Et on avait démarré tôt. Et donc, la question de l'énergie, elle est toujours vue sous l'aspect environnemental et géostratégique en même temps. Géopolitique, justement. Anne, action locale, impact global. Oui, absolument. J'ai tellement de choses à dire par rapport à ce que je viens d'entendre de mes collègues. Déjà, pour parler d'impact global, on va rester un peu régionaux. Pour commencer, les accords d'Abraham. Effectivement, c'est une immense opportunité politique. Pour ceux qui ont travaillé depuis 25 ans à ce rapprochement entre les pays du Golfe et Israël, c'est une des rares bonnes nouvelles de l'année 2020. C'est-à-dire qu'on a une société qui s'appelle CATSA, ça veut dire la société qui gère Kaf, Tzinor, Ashkelon, qui gère l'oléoduc, pipeline en hébreu, en anglais, qui d'Eilat jusqu'à Ashkelon achemine déjà de l'hydrocarbure. Il faut se représenter cet oléoduc sur 1 mètre de diamètre. Il faut s'imaginer que sur ne serait-ce que les 20 dernières années, il y a eu déjà plusieurs accidents et qu'à chaque fois que se déverse ce pétrole, il se déverse en général au moment du raccordement, il pollue le golfe, le port dans lequel il se trouve. Donc Eilat est déjà sous tension par rapport à ça. Mais alors imaginons que si pour gagner 50 millions de dollars de plus à l'année, on pollue une ressource qui n'est pas comptabilisée, qui s'appelle celle des coraux, du tourisme, on pourrait la comptabiliser si on voulait, de l'environnement des générations futures, choses qui ne font pas partie, je dirais, de la bottom line financière de tous ces acteurs économiques, Israël est totalement perdante. Par ailleurs, il y a, dans le cadre des accords d'Abraham, des projets dont on entend peut-être moins parler. Je pense que dans les années qui viennent, on verra beaucoup de financements abondés sur des infrastructures effectivement vertes, énergie, transport aussi, voitures électriques, qui seront faits en commun entre les 3 signataires principaux, donc d'un fonds qui a été créé, qui devrait faire 3 milliards d'abondements en dollars sur plusieurs années avec Israël, les États-Unis et les Émirats. Et on a vu aussi des initiatives privées. On parlait de la ville de Masdar. Donc c'est une ville pilote, une ville exemplaire en termes de développement durable, dans laquelle il y a également beaucoup de technologies et qui héberge des start-up. Masdar, c'est aussi une entreprise de construction d'infrastructures. Masdar, pas par hasard, c'est eux qui ont créé cette ville. Masdar a signé un accord de partenariat avec EDF Énergie Renouvelable Israël.
Donc EDF, EN, Israël, c'est le plus gros producteur aujourd'hui d'énergie solaire. Il plafonne en termes de quotas. Pourquoi? Parce qu'Israël cherche à créer une sorte de compétitivité dans ce nouveau marché des énergies renouvelables et privées, et veut amener des nouveaux acteurs de l'étranger. Donc il y a une aubaine à la fois pour EDF, EN, et à la fois pour Masdar. En faisant venir Masdar, EDF, EN va probablement récupérer des quotas en plus et pouvoir amener cette énergie solaire dont on a tellement besoin. Alors c'est ça, Angela, il va falloir essayer de mêler un peu tout ça, que les accords d'Abraham, certes, apportent aux économies, quelles qu'elles soient, israéliennes, émiraties, etc., mais aussi qu'elles soient éco-friendly en quelque sorte. Oui, et ce que ma collègue vient de souligner est très important et très intéressant. Ma compagnie est l'un des plus gros investisseurs dans l'énergie solaire en Afrique et aujourd'hui aussi sur le Moyen-Orient, sur les pays du Golfe. Donc c'est quelque chose, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on investit sur l'énergie solaire, que ça soit distribué ou que ça soit sur le commercial et l'industriel. Et on est financé par le Golfe, par des capitaux internationaux, et aussi on est bien sûr une compagnie israélienne, israélo-internationale, avec des fondateurs israéliens. Et donc c'est vraiment, on voit aujourd'hui un engouement énorme, et je parle d'investisseurs d'infrastructures des pays du Golfe qui ont déjà essayé d'ailleurs de nous racheter il y a de cela un an, que ce soit aussi d'investisseurs américains et autres qui comprennent le potentiel sur cette région ici. On aimerait voir, et ça commence juste maintenant, je parle de ce qui se passe ces 3 derniers mois, on commence à voir de l'engouement d'Israël aussi, des marchés de capitaux israéliens, de certaines compagnies d'infrastructures israéliennes. C'est nouveau pour nous. Ça fait des années qu'on opère sur l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est nouveau qu'on commence à voir aussi vraiment des bons partenaires israéliens venir travailler avec nous et regarder le potentiel à long terme sur les panneaux solaires, sur l'électrification avec de l'énergie propre et verte. Et c'est que le début. C'est que le début. On est en train de construire quelque chose d'énorme qui peut se construire pour qu'on n'ait plus jamais de problème pétroliers, j'espère, dans le futur. Voilà.